Chapitre 2. Ma famille de Moldus, ou le gringalet de la bande. Drago Malfoy, le personnage qui allait me rendre célèbre, est l'enfant unique d'une famille impitoyable et brutale. Tout le contraire de la mienne. Soudée, aimante, désordonnée et toujours présente, elle était le centre de ma vie d'enfant. Je suis le plus jeune de 4 frères, et avant que j'évoque ma mère et mon père, il faut que je vous parle d'eux. Chacun m'a profondément influencé à sa manière. Sans eux, j'aurais été quelqu'un de bien différent. Mes frérots vous diront volontiers que je suis le gringalet de la bande. En tout cas, c'est ce qu'ils me répétaient gentiment. Je crois qu'ils plaisantaient, mais vous savez comment sont les frères. Je suis le plus jeune. Jonathan, Christopher et Ashley ont fait une arrivée groupée, 3 garçons en 4 ans. Ma mère a connu ensuite 6 années de répit avant mon arrivée, le 22 septembre 1987. Ainsi, dès ma venue au monde, j'avais 3 grands frères pour tenir mes fesses éloignées du canapé et mes doigts loin de la télécommande. 3 grands frères pour me martyriser d'amour. 3 grands frères pour raconter que si j'étais arrivé si tard, ce n'était pas parce que j'étais le petit dernier qu'on avait oublié, mais parce que j'étais le fils du facteur. Ils étaient et sont toujours bien plus grands que moi, largement au-dessus du 1,80 m et taillés comme des armoires à glace. Bref, 3 mecs plus vieux pour me remettre à ma place, ce qui a du bon dans le cas d'un gamin qui s'apprête à se lancer dans une carrière de magicien. Mes frères ne se sont pas contentés de me traiter de gringalet. Quand le cœur leur en disait, ils me surnommaient aussi l'asticot. Ce n'était pas si grave. Par ailleurs, ils ont eu une énorme influence sur mon enfance, avec des différences subtiles. Jonathan, que nous appelons Jink, est l'aîné. À l'époque, c'est le premier à m'avoir montré par l'exemple que s'intéresser aux arts valait le coup. Il avait mis un poster d'Oasis au mur et une Stratocaster noire, du moins une copie de Stratocaster, dans sa chambre. Il adorait la musique, le chant et la scène, des choses vers lesquelles peu d'enfants sont poussés. Et ça aurait été mon cas s'il n'y avait pas eu Jink. Quand j'étais tout petit, il prenait des cours de théâtre et nous allions en famille le voir sur scène. Ce n'étaient que des enfants, des préados tout au plus, et pour être honnête, ce n'étaient vraiment pas des performances de qualité professionnelle. Jink est chiropracteur aujourd'hui. Un profond gâchis, me rappelle-t-il souvent. Mais c'est encore quelqu'un de très créatif. Je me rappelle l'avoir vu dans des comédies musicales comme South Pacific, West Side Story, Guys and Dolls, et surtout La Petite Boutique des Horreurs. C'est assis parmi le public de ces pièces que j'ai appris une importante leçon. Ce n'était pas la honte de monter comme ça sur scène, ça avait même l'air amusant. Voir mon grand frère le faire m'a permis de comprendre qu'il était normal d'aimer la représentation et qu'on se fichait de la vie des gens. Bien joué, Jink. Ce qui nous amène au frérot numéro 2. Chris, l'opposé total. Le théâtre, c'est pour les nuls, frérot. Danser, et puis quoi encore? Chris est le suivant par ordre d'arrivée dans le carré des Felton. Et il ne mettra un tutu rose pour jouer la bonne fée que le jour où il saura voler. Ce qui est bien dommage, je suis certain que ça lui irait très bien. Là où Jink est plus sensible aux émotions de ceux qui l'entourent, Chris est du genre plutôt direct. Aussi, c'est un peu curieux que Chris ait été le frère dont j'ai été le plus proche durant les années Potter, le frère qui veillait sur moi, qui me ramenait les pieds sur terre et qui a eu le plus d'influence sur mon adolescence. Chris m'a chaperonné pendant 2 films et demi. Je dis chaperonné, mais en réalité, cela signifie qu'il dormait dans les loges et faisait un usage très libéral de la cantine. J'y reviendrai. Pour l'instant, disons simplement que Chris ne prenait pas son travail de chaperon toujours très à cœur. Assez régulièrement, on quittait le plateau autour de 8 heures et on roulait à 1 heure des studios jusqu'à notre coin de pêche habituel. On installait nos tentes, on lançait nos lignes et on profitait d'une nuit à pêcher. À 6 heures du matin, on enroulait les lignes, on remballait nos affaires et on revenait, un peu boueux, sur le plateau où on prétendait auprès des gentils gars de Warner Brothers que j'avais passé la nuit à la maison où j'avais dormi profondément. Si vous avez trouvé Drago un peu pâle de temps à autre, ce n'était donc pas que la faute du maquillage. Pendant un temps, à mes yeux, et même aux yeux des autres, je suppose, il ne faisait aucun doute que Chris deviendrait le Felton le plus célèbre. À quel titre ? C'était l'un des pêcheurs de carpe les plus prometteurs d'Angleterre. La communauté des pêcheurs de carpe est assez active, et en son sein, Chris était bien repéré. Il avait fait plusieurs fois la couverture des magazines Carp Talk, Parlons Carpe, et Big Carp, Grosse Carpe,
pour avoir attrapé des poissons remarquables dans des lacs bien connus, ce qui m'avait fait gagner les faveurs de ceux de mes contemporains qui s'intéressaient à la pêche. Il l'admirait beaucoup, et j'étais indéniablement plus cool grâce à lui, par association. Comme je l'admirais aussi, on partait pêcher ensemble dès qu'on avait un peu de temps. Cela n'a pas dû être facile pour lui que Potter ait ainsi bouleversé nos vies. Hier encore, il était connu pour être parmi les meilleurs pêcheurs du pays. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle le frère de Drago Malfoy et lui crie « Monte sur ton balai, mon gars !» Il l'a très bien pris, cela dit. Malgré tout ce qui m'arrivait, c'était mon héros durant ces années. Il m'a fait découvrir beaucoup de musique. Bob Marley, The Prodigy, Marvin Gaye, Tupac, ce qui allait devenir l'une de mes plus grandes passions. Il m'a aussi fait découvrir des passe-temps moins innocents. Nous en parlerons plus tard. Mais notre obsession commune, c'était la pêche. Grâce à Chris, j'étais un habitué des pêcheries de Bury Hill, dans le Surrey. J'y ai même travaillé les week-ends au début de l'époque Potter. Un boulot que j'avais pris pour gagner un peu d'argent de poche et la promesse de pouvoir pêcher à l'œil. Il consistait surtout à aider les clients à se garer. Chaque samedi et dimanche, j'étais là à 6 heures du matin, guidant les pêcheurs pressés sur le parking minuscule. Je cachais mes cheveux décolorés sous un bonnet en laine. Après ça, j'attrapais un sandwich au bacon avant de faire le tour du lac, ma besace en cuir brun pleine de pièces, pour vendre des tickets aux pêcheurs. Je dois dire que je n'étais pas le plus consciencieux des travailleurs. Une fois, je suis rentré chez Chris pour regarder un match de boxe important diffusé à 4 heures du matin au Royaume-Uni. J'étais dans tous mes états, et j'ai réussi à ne pas m'endormir jusqu'au début du match, heure à laquelle le tout petit homme de 12 ans que j'étais s'était écroulé. Mon frère m'a secoué 2 heures plus tard pour que j'aille travailler. Je suis arrivé à temps, mais j'ai été réveillé une seconde fois par le propriétaire alors que je dormais sous un arbre. Les clients s'étaient débrouillés tout seuls sur le parking. Le chaos était total. Désolé, patron. Vous pensez peut-être que les clients de la pêcherie devaient trouver ça étrange que Drago Malfoy leur indique où garer leur 4x4 et collecte leur argent. Mais en réalité, j'ai réussi à rester anonyme dans les grandes lignes. Je peux compter sur les doigts d'une main ceux qui m'ont reconnu. La clientèle de la pêcherie était constituée d'un genre bien particulier de vieillards grincheux, du moins c'est ce qu'il me semblait à l'époque. Aucun n'aurait pu me reconnaître quoi qu'il arrive. Et laissez-moi vous dire que le nombre d'adolescentes qui se pressaient le samedi matin pour taquiner la carpe était limité. De temps en temps, un journaliste se présentait pour écrire un article sur mon boulot de moldu, et parfois le propriétaire de la pêcherie se laissait aller à un peu de publicité de son cru, mais dans l'ensemble, je pouvais profiter de mon travail. Et j'en profitais. Pas grâce aux 20 livres que je recevais de la main à la main après une journée passée là-bas, plutôt grâce à la pêche gratuite. C'était l'attrait principal pour Chris et moi. Les poissons nous obsédaient bien sûr, mais aussi tout ce qu'il y avait autour. La lune et les étoiles, la vie dans la nature, les cannes, les moulinets, les bivouacs et évidemment les bouillettes. Les bouillettes sont un type d'appât de la taille d'une grosse bille qu'il faut cuisiner à l'aide de toutes sortes de substances répugnantes, comme du foie de calamar et de la farine de thon, des ingrédients qui ne dépareilleraient pas dans un cours sur les potions magiques. On cuisinait les bouillettes à la maison au désespoir de notre mère, exaspérée par l'odeur et le bazar produit, en lui jurant sur tous les tons que cette fois-ci, on allait vraiment tout ranger, avant de nous enfuir pour notre pêcherie adorée. Mon troisième frère, le plus proche de moi en âge, et ainsi celui avec lequel j'ai partagé l'essentiel de ma vie tout petit, c'est Ash. À la différence des deux grands, nous étions suffisamment proches en âge pour être en même temps dans la même école. Et c'est utile d'y avoir un grand frère à disposition, surtout quand il est bâti comme l'était Ash à l'époque. Ash et moi partageons un sens de l'humour bien particulier. On passait notre temps à regarder ensemble les Simpsons et Beavis et Butthead. Encore aujourd'hui, quand je lui parle, c'est davantage avec la voix de Beavis qu'avec la mienne. Il nous arrive de devoir nous réfréner quand il y a du monde. On faisait du sport ensemble. Après avoir vu Space Jam, on a saoulé notre père jusqu'à ce qu'il installe un panier de basket dans le jardin. Et après avoir vu Les Petits Champions, on est passé par toute une phase où on voulait devenir joueur de hockey sur glace. Ash a un cœur gigantesque, le sens de l'humour que je préfère, et c'est la personne la plus gentille du monde. Mais il a beaucoup souffert d'instabilité émotionnelle au début de son adolescence, au point que, arrivé à la puberté,
Il ne voulait plus aller à l'école ni quitter la maison. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.